Tu es assis à un bureau chez L.F. Rothschild en ton premier jour. L'homme qui te forme commande 2 martinis au déjeuner. Il explique, en coupant son steak, que personne ne sait si une action monte ou descend. Personne. Pas les analystes. Pas les gestionnaires de fonds. Pas lui. La seule chose qui compte, c'est de faire bouger l'argent. Tu as 22 ans et tu écoutes très attentivement. C'est la chose la plus utile que quelqu'un t'ait jamais dite. Tu retournes au bureau. Tu passes des appels. Tu apprends le langage. Acheter, vendre, position, exposition, liquidité. Les mots sonnent comme s'ils avaient une signification précise, et la plupart du temps ce n'est pas le cas. Tu es doué pour avoir l'air de savoir ce que signifient les mots. Tu as toujours été doué pour ça. Ton premier chèque de commission est de 1 000 $. Tu le tiens dans les mains pendant 1 minute entière avant de l'encaisser. Puis le lundi noir arrive. Tu es 19 octobre 1987. Le Dow Jones chute de 508 points en une journée, 22,6%. La plus grande chute en pourcentage sur un seul jour de l'histoire de la bourse américaine. À la fin de la semaine, L.F. Rothschild n'existe plus. La société qui t'a formé, la société où tu apprenais le langage, disparut en 5 jours de trading. Tu as 25 ans avec 11 dollars sur ton compte bancaire et pas de travail. Tu prends le métro pour rentrer chez toi. La plupart des gens s'arrêteraient ici. Un ami te parle d'une société dans un centre commercial à Long Island qui embauche. Le bureau est un garage reconverti. La moquette est tachée. Les hommes au téléphone ont l'air d'avoir été rejetés partout ailleurs. Tu entres et en 60 secondes, tu comprends exactement ce qui se passe. Ces hommes vendent des penny stocks, des actions à moins de 5 dollars l'action que les courtiers légitimes refusent de toucher. Ici, la commission est de 50% sur chaque vente. Tu t'assieds à un bureau vide. Tu décroches le téléphone. Tu vends pour 4 000 $ d'actions lors de ton premier appel. Ta part 2 000 $. Un appel, 20 minutes. Tu regardes le téléphone après avoir raccroché et tu comprends que tout ton problème jusqu'à ce moment était simplement que tu vendais la mauvaise chose. Tu es tellement doué pour ça que le propriétaire recule et te regarde comme un professeur regarde un élève qui est déjà meilleur que lui. Il ne dit rien. Il s'écarte simplement de ton chemin. Tu en prends note. Tu comprends ce que ça signifie. La société s'appelle Stratton Oakmont. Tu l'apprends non pas par un coup, mais par simple accumulation. Tu es meilleur dans ça que n'importe qui d'autre dans l'immeuble, et tout le monde dans l'immeuble le sait. Et finalement, l'immeuble devient le tien. En 1993, tu as 1000 courtiers. Ils sont jeunes, ils ont faim. Ils feront exactement ce que tu leur dis parce que tu es celui qui leur a montré qu'un téléphone et un script et 30 secondes de l'attention de quelqu'un suffisent à changer vos devis. Tu les formes toi-même, chaque matin. La même leçon à chaque fois. Peu importe ce que tu vends, seul compte ce que ressent la personne à l'autre bout du téléphone quand tu arrêtes de parler. Tu leur apprends à trouver ce sentiment dans la voix d'un inconnu dans les 15 premières secondes. Comment le construire? Comment conclure avant que la personne sache qu'elle est en train d'être conclue? En sécurité et urgent en même temps. C'est la seule combinaison qui compte. Tout le reste est de la décoration. Tu leur apprends aussi l'unique règle qu'aucun service de conformité n'écrira jamais. Ne jamais laisser le client réfléchir. La réflexion est l'ennemi de la vente. Au moment où une personne s'arrête pour réfléchir, au moment où elle envisage d'appeler son comptable ou sa femme ou son conseiller financier, tu les as perdus. Ton travail est de faire en sorte que la décision semble évidente avant que la pensée n'arrive. Tes courtiers ne vendent pas des actions. Ils vendent de la certitude. Et la certitude, il s'avère, est le produit le plus rentable du monde. Les actions elles-mêmes sont presque hors sujet. Ce que tu vends, c'est une histoire. Une société au Nevada développant un nouveau réfrigérant. Une opération minière au Montana assise sur du lithium inexploité. Une start-up biotech avec un brevet en attente qui pourrait changer entièrement l'administration des médicaments. L'histoire est toujours assez spécifique pour paraître réelle et assez vague pour que personne ne puisse la vérifier avant de raccrocher. Tu achètes l'action en premier. Tes courtiers créent la demande. Le prix monte. Tu vends au sommet. L'action s'effondre. Le client perd tout. La commission reste. C'est ce qu'on appelle un schéma de pump and dump. C'est un crime fédéral. Tu le fais quand même parce que l'argent est réel, même quand l'histoire ne l'est pas. En 1993, tu gagnes 49 millions de dollars. C'est 940 000 $ par semaine. 134 000 $ chaque jour, y compris les dimanches. Tu achètes un yacht de 167 pieds et tu le baptises Naomi d'après ta deuxième femme. Tu achètes un hélicoptère pour atteindre le yacht plus vite. Tu achètes une maison à Old Brookville avec une fontaine devant et une piscine derrière. Tu dépenses 700 000 $ par mois rien que pour maintenir la vitesse à laquelle tu te déplaces.
pas en investissant, pas en épargnant. En courant, les fêtes coûtent 100 000 $ chacune et tu en organises une par semaine. Le personnel sur le yacht seul est de 30 personnes. Tu voles à Las Vegas pour un seul dîner. Tu laisses des pourboires dont le montant amène les serveurs à photographier l'addition après. Tu ne fais pas ça pour te montrer. Tu le fais parce que dépenser de l'argent à cette vitesse est la seule preuve que tu as que le chiffre sur ton compte est vraiment réel. Si tu ralentis, toute la structure s'effondre. Donc tu ne ralentis pas. Les drogues viennent avec l'argent comme l'argent est venu avec les téléphones. D'abord la cocaïne parce qu'il y a des choses qui doivent être faites à une vitesse que la cocaïne rend possible. Puis les quaaludes parce que après assez de cocaïne, tu as besoin d'atterrir quelque part. Et les quaaludes t'emmènent quelque part de chaud. 15 quaaludes par jour au sommet. Tu sais exactement combien de temps chaque dose met à agir. Et tu planifies ton emploi du temps autour de ça. Le système fonctionne jusqu'au matin où tu en prends trop et conduit ta Ferrari à travers tes propres portails d'entrée, inconscient au volant. Ton corps connaissait le chemin. Et ton corps était la seule chose qui fonctionnait encore. Tu regardes les dégâts le lendemain matin et tu prends un autre quaalude et tu n'y penses pas au-delà. La SEC remarque le schéma en 1992. Des actions Straton qui montent vite et tombent encore plus vite. Des clients qui perdent tout pendant que la société garde 50% à la montée. Ils transmettent l'affaire au FBI. Le FBI ouvre un dossier. Le dossier grossit tous les 3 mois. Tu n'en sais rien. Tu gagnes 134 000 $ par jour et tu as décidé, avec la confiance totale d'un homme qui n'a jamais rien perdu qui lui importait, que ça continue pour toujours. Le nom de l'agent du FBI est Patrick Denham. Il apparaît à une fête sur le Naomi en 1993. Pas en tant qu'invité. Il est là pour que tu le vois, pour que tu comprennes, sans le dire directement, que quelqu'un regarde. Tu comprends immédiatement. Après qu'il parte, tu t'assieds au bord de ton lit sous le pont et tu réfléchis à ce qu'il faut faire. Tu décides de ne rien faire. Tu te dis que des gens comme toi ne vont pas en prison. 23 avocats, 49 millions de dollars par an. Les gens avec cette combinaison ne vont pas en prison. Tu y crois complètement. C'est aussi ce qui te vaut 22 mois de prison fédérale. Ton associé Danny Porush retourne sa veste en 1998. Danny, que tu as rendu millionnaire. Danny est assis en face de procureurs fédéraux et leur dit tout. Les comptes suisses, les 10,4 millions de dollars déplacés via une femme britannique nommée Emma Neumann pour que la piste se refroidisse à l'Atlantique. La mécanique de chaque pump and dump remontant à 6 ans. Chaque société écran, chaque structure, chaque nom. Quand ton avocat te dit ça, tu ne parles pas pendant longtemps. Puis tu demandes quelles sont tes options. Tu sais déjà ce que tu vas choisir avant qu'il réponde. Tu coopères. Tu portes un micro collé sur la poitrine. Tu entres dans des réunions avec des hommes qui te font confiance et tu les laisses parler et tu gardes ton visage exactement tel qu'il a toujours été et tu remets les enregistrements au FBI après. Tu fais ça plusieurs fois. Tu deviens doué. Quelque part au milieu, tu réalises que tu utilises la même compétence que tu utilisais au téléphone chez Stratton. Pas au trouver la confiance d'une personne, la maintenir, travailler à l'intérieur. Les agents du FBI te disent après chaque session que tu es l'un des coopérateurs les plus efficaces avec lesquels ils aient travaillé. Tu acceptes ça comme un compliment avant de comprendre ce que ça dit vraiment de toi. Tu leur donnes 23 noms. 23 personnes qui ont tout appris de toi. Qui ont gagné de l'argent réel parce que tu leur as montré comment. Qui auraient fait n'importe quoi pour toi parce que tu étais celui qui leur avait montré que la vie qu'ils voulaient était réellement accessible. Tu dis chaque nom clairement dans le registre fédéral. Tu articules, tu épelles les difficiles. Tu ne te laisses pas ressentir ce que ça signifie parce que si tu le ressens clairement, tu ne seras pas capable de terminer la phrase. Et tu dois terminer la phrase parce que c'est la seule issue. Ça aussi, il s'avère, est une compétence que tu as apprise chez Stratton. Dire la chose qui doit être dite sans laisser l'autre personne voir ce que ça te coûte. Tu es condamné à 4 ans. Tes avocats le ramènent à 22 mois. Tu le purges au Taft Correctional en Californie. Les détenus l'appellent Club Fed. Tu joues au tennis, tu écris tes mémoires sur des blocs Lego jaunes. Les 11 $, le costume de friperie, la moquette tachée à Long Island, jusqu'au micro et au nom et à la condamnation. Tu mets tout dedans. Tu te dis chaque jour que c'est juste un chapitre. Tu sors en 2006, le yacht est parti, les maisons sont parties. L'hélicoptère, la femme. Nadine a déposé les papiers pendant que tu étais à l'intérieur. Tu as 2 enfants. Tu as les mémoires. Les mémoires deviennent un livre. Le livre devient un film. Martin Scorsese le réalise.
Leonardo DiCaprio te joue. Tu es à la première dans un costume qui ne vient pas d'une friperie et tu te regardes sur un écran de la taille de ton premier appartement. Tu regardes la version de toi qui existe dans l'imagination des autres, celle qui est pur appétit, pur mouvement en avant, celle qui n'a jamais porté de micro, celle qui n'a jamais dit 23 noms dans un registre fédéral. Cette version est plus célèbre que tu ne le seras jamais. Les gens sortent de ce cinéma en voulant être toi. Pas le vrai toi, la version sur écran, celle sans conséquences et sans nom et sans 22 mois à Taft à compter les jours, jusqu'à ce que tes enfants puissent te rendre visite à nouveau. Tu regardes le générique défiler et tu comprends quelque chose que tu n'aurais pas pu comprendre à 22 ans dans ce métro. La chose la plus dangereuse que tu aies jamais vendue n'était pas une action. Crois que c'était l'idée que cette vie était accessible à quiconque était prêt à la vouloir suffisamment. Les personnes que tu as escroquées ont perdu 200 millions de dollars. Tu as remboursé 110,4 millions de dollars dans le cadre du plaidoyer. Les 89,6 millions de dollars restants n'ont jamais été récupérés. Quelque part dans les mathématiques de ce que tu as construit, et ce que tu as pris, et ce que tu as rendu, et ce qui a disparu, il y a un chiffre qui te dit exactement qui tu es. Tu choisis de ne pas le calculer. C'est aussi une compétence que tu as apprise chez Stratton, savoir quelle colonne regarder et laquelle laisser fermer. Tu fais payer 30 000 dollars par conférence maintenant. Des publics de 2000 personnes qui ont payé 500 dollars chacune pour t'entendre expliquer le système qui t'a valu 22 mois de prison fédérale. Les entreprises le paient sans négocier. Tu montes sur des scènes et tu enseignes exactement ce que tu enseignais dans le garage reconverti à Long Island. Peu importe ce que tu vends. Seul compte ce que ressent la personne de l'autre côté quand tu t'arrêtes. La seule différence, c'est que maintenant, tu leur dis de le faire légalement. Tu le dis à chaque fois. Tu le dis sincèrement. Tu penses qu'ils te croient. Tu penses que tu te crois toi-même. Et quelque part en Amérique en ce moment, un jeune de 22 ans dans un métro regarde une photo du yacht et de la maison, et de la première, et sent quelque chose s'allumer dans sa poitrine pour lequel il n'a pas encore de nom. Il pense déjà au téléphone et à ce qu'il est prêt à faire pour arriver à l'autre bout.